Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue à la série de conférences Le Monde d'aujourd'hui, une série de conférences qui est organisée par la formation continue de l'Université du Québec à Montréal, en collaboration avec l'Institut d'études internationales de Montréal et la chaire Raoul Dandurand. Je m'appelle David Morin, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Alors écoutez, on est extrêmement content de vous accueillir ce soir en aussi grand nombre. On va donc passer ce jeudi soir, ce 5 à 7 du jeudi soir, avec vous pour discuter d'un sujet éminemment d'actualité qui est la question des théories du complot, comprendre pour préserver le lien social. Alors, ce soir, pour nous parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cécile Rousseau, qui est psychiatre et professeure titulaire à l'université McGill. Cécile est également à la tête de l'équipe polarisation sociale. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce soir le déroulement de la conférence, après ce mot de bienvenue, je vais donner la parole à Cécile, qui a préparé une présentation que vous pourrez voir tout en suivant ce qu'elle a à nous dire sur la question. À la fin de cette présentation-là, je ferai peut-être quelques commentaires, mais surtout, on ouvrira une période de questions d'une trentaine de minutes. Alors, comme vous êtes très nombreux, évidemment, on ne pourra pas prendre vos questions oralement. Ce qu'on vous demande, c'est d'écrire ces questions-là au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête sur l'onglet questions et réponses. Et puis, Alex Veilleux, qui est avec nous, bonsoir Alex, prendra note de vos questions et puis va essayer de les regrouper et me les envoyer pour que je puisse finalement me faire l'écho de vos questionnements, vos critiques, vos commentaires sur ce sujet important aujourd'hui. Et donc voilà, et puis Cécile et moi, on répondra autant que faire se peut à toutes vos questions, ou presque toutes évidemment, parce que vous êtes quand même beaucoup. Donc ça nous emmènera jusqu'à 19h30. Donc voilà, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Cécile, je te donne la parole. Euh, Bonjour, bonsoir, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir, en fait, pour, je dirais, poursuivre une conversation, parce que c'est déjà une conversation qui traverse notre espace social en ce moment, une conversation pas facile, et ce soir, ben, j'espère qu'on aura des échanges. Ça n'est pas vraiment un dialogue, parce qu'en fait, il y a quelque chose de euh, inégalitaire dans le fait que je vais parler plus que vous, mais je pense que initier ou commencer à penser à un sujet à partir de perspectives disciplinaires et personnelles qui sont différentes, peut-être que ça peut nous aider à mieux penser ce qui traverse notre société en ce moment. Donc c'est un peu ce que je vous propose ce soir. Et donc je vais faire une présentation PowerPoint, j'espère que ça vous va. Donc partager un écran pour reprendre. La question qui se pose par rapport aux théories du complot, c'est finalement d'abord pourquoi. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène nouveau? Alors, il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau historiquement. Pensez aux grandes pestes, pensez aux épidémies de choléra. Déjà au Moyen Âge, quand une épidémie frappait, et qu'il y avait donc adversité et crise, on jetait habituellement les étrangers dans des puits. Donc, il y avait déjà des théories du complot qui arrivaient en moment de crise. Et je pense qu'en moment de crise, ce qui est important, c'est de distinguer les différents temps de la réponse normale au stress aigu. Alors, ce printemps, ce que nous avons vécu, c'est d'abord le moment de peur et de panique, où chacun reste tranquillement chez soi dans une réponse plutôt consensuelle. Et puis, quand le stress dure, en fait, c'est comme ça aussi dans les guerres, eh bien, il faut recommencer à vivre, il faut ressortir de chez soi. Et dans les réponses au stress chronique, on va commencer à minimiser ou à nier le danger de façon de continuer à vivre. Donc, on est dans une réponse au stress chronique. Et c'est à ce moment-là que les théories de la conspiration, et ça a toujours été le cas historiquement,
elles constituent une défense contre la peur et contre l'incertitude. Euh, Elles permettent aussi d'assigner un sens, de dire je sais ce qui se passe, je sais pourquoi ça se passe, plutôt que de se sentir absolument impuissant. Elles permettent aussi finalement de trouver un coupable et d'identifier des solutions qui permettent au sujet d'avoir l'impression qu'il reprend le contrôle. Donc, si c'est la faute de qui, certains caricaturistes au Québec ont fait des blavomètres comme ça, c'est la faute de qui? Et si je sais que c'est la faute de qui, j'identifie un ennemi que je peux combattre. Ce qui est le pire finalement, c'est d'avoir un ennemi invisible. C'est de ne pas savoir d'où vient le mal, c'est de ne pas savoir, d'avoir l'impression que je suis impuissant face à cette adversité qui me terrorise. Donc, dans ce sens-là, les théories du complot, je dirais, énoncent ce que Anzieux appelait un mythe social. Donc, les mythes sociaux, c'est des choses qui nous sont nécessaires. Pensons à la démocratie, c'est en partie un mythe social. Euh, Égalité, fraternité, liberté, c'est en partie un mythe social. C'est-à-dire, on sait tous que ce n'est pas complètement vrai. Mais on a besoin d'y croire et on a besoin de ça parce que ça fonde notre société. Alors, les théories du complot viennent jouer ce rôle-là en temps de crise. C'est un mensonge indispensable de dire c'est la faute de qui? J'ai besoin de croire que c'est la faute de quelqu'un. Alors, si on met ça un peu dans un modèle, et là je ne vais pas expliquer ça de façon, on a un contexte. Et les théories du complot en ce moment ont commencé à augmenter bien avant la pandémie. Je pense que c'est important, la pandémie, c'est un accélérateur des théories du complot, mais elles ont commencé dans un contexte où la mondialisation aggrave les inégalités sociales et provoque une très grande transformation identitaire, et ça c'est vrai pour le monde entier. Ça provoque peur et incertitude. On ne sait plus où on en est, on ne sait pas si on a un futur. Et dans ce contexte-là, même avant la pandémie, les polarisations sociales sur lesquelles David et moi on travaille avaient beaucoup augmenté. Polarisations sociales qui vont avec la recherche de boucs émissaires. Dans ce contexte-là, la pandémie agit vraiment comme accélérateur. Donc, il y avait déjà le feu, les théories du complot étaient déjà là, on vient mettre de l'huile sur le feu et ça flambe. Alors ça flambe en augmentant la détresse psychologique et en augmentant cette polarisation sociale. Les deux augmentent beaucoup. Les théories du complot viennent d'un côté répondre à la recherche de boucs émissaires, on sait de qui c'est la faute, et d'un autre côté calmer cette détresse psychologique parce qu'à partir du moment où je me sens un certain contrôle, ou je crois que le virus n'existe pas, ou que le virus n'est pas dangereux, qu'on l'a inventé, que c'est juste pour nous contrôler, mais qu'il ne me menace pas, à ce moment-là, on va se rassurer. Donc, vous voyez un double effet. La détresse psychologique qui est augmentée par la pandémie va augmenter les théories du complot, mais aussi ça donne donc ces boucs émissaires dont nous avons besoin pour trouver du sens et avoir l'impression que nous avons un ennemi identifié combattre. Évidemment, ça peut aller et ça nourrit la radicalisation menant à la violence. Maintenant, ceci dit, il faut quand même faire très attention parce que quand on parle de théorie du complot, et nous sommes dans un contexte de polarisation sociale durant cette pandémie, on peut facilement croire que le problème, c'est les complotistes. Mais en polarisation, le problème, c'est toujours les deux côtés. Et je revenais, alors pour ceux d'entre vous qui aiment la philosophie, à Spinoza, et Spinoza propose que le pouvoir traite les choses en cachette, finalement, des citoyens. Et je lis juste une phrase, pouvoir tout traiter en cachette des citoyens et vouloir qu'à partir de là, ils ne portent pas de jugement, c'est le comble de la stupidité. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Ça dit que dans un contexte où la transparence n'est pas toujours évidente et où l'orthodoxie du discours, le fait d'avoir un discours institutionnel est plus la règle, eh bien, ça suscite une méfiance qui est tout à fait normale. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut faire très attention. Il y a ces temps-ci, oui, une augmentation des théories de la conspiration, mais aussi une augmentation de ce que j'appellerais la doxa. En fait, c'est pas moi, c'est sociologue qui le fait, Mochielli,
Donc, une orthodoxie des discours institutionnels, c'est la santé publique, c'est la science qui dit. Or, la santé publique et la science, c'est certaines choses, mais, et on l'a vu dans les derniers mois, n'en sait pas d'autres. Et donc, il y a là une source de violence potentielle avec un rétrécissement de l'espace critique. On peut facilement dire, ou traiter de complotistes, tous ceux qui deviennent critiques face à l'institution, face au gouvernement, face au discours scientifique. Or, je pense que cet espace critique face à la science, face au discours institutionnel et politique, est absolument nécessaire et ne fait pas partie des théories de la conspiration. Donc, juste pour rappeler, parce que je vais recommencer à parler des théories de la conspiration, mais rappelons-nous, ces théories n'émergent pas dans le vide, elles émergent dans un contexte où les orthodoxies institutionnelles et gouvernementales font partie du problème. Donc, quelles sont-elles, ces théories? Bon, on a un éventail de positions, la négation du virus, la minimisation, le fait de dire c'est une création humaine en éprouvette, et il est utilisé à des fins de contrôle. Vous les connaissez un peu, David les connaît très bien, on pourra revenir si vous voulez des détails à ce sujet-là. Ce qui est important, c'est que ces théories chevauchent partiellement des mouvements préexistants. Donc, le mouvement anti-science, les mouvements anti-système sont en croissance importante. Ils l'étaient avant la pandémie. Là, encore une fois, on a un renforcement de ces systèmes de pensée, mais aussi les survivalistes, l'extrême droite, les mouvements écologistes. On a donc une convergence de mouvements différents qui s'articulent de façon très hétérogène, quelquefois un peu bizarre même, quand on regarde les manifestations anti-masques ou anti-vaccins, autour de ces théories du complot qui rejoignent des gens très, très différents et des mouvements très différents. Et puis, il ne faut pas oublier que ces théories du complot ont été instrumentalisées par des pouvoirs dominants, et entre autres par le gouvernement du pays le plus puissant de la planète, étant donné que le président Trump, finalement, appuyait, par exemple, QAnon. Donc, c'est quand même une validation extrêmement puissante. Il ne s'agit pas d'un mouvement marginal. Il s'agit d'un mouvement qui a été appuyé, entre autres, par des gouvernements populistes. Alors, revenir rapidement sur la question de la pandémie et de la polarisation sociale. Donc, la polarisation sociale en pandémie est un cri du cœur, donc nécessaire. Black Lives Matter vient rappeler la discrimination dans une société et le fait que les inégalités sociales ont augmenté lors de la pandémie. Donc, une polarisation sociale qui est un refus du statu quo. Encore une fois, on ne parle pas de quelque chose de pathologique, de négatif, mais qui participe donc à des dérives qui peuvent être par moments difficiles. Donc, une polarisation sociale qui a amené des affrontements importants et qui a amené justement dans ce même mouvement des réactions, dont par exemple l'émergence ou le renforcement de QAnon. Alors, simplement au niveau de l'imagerie, on a quand même un emprunt très fort à des images qui rappellent évidemment le Ku Klux Klan. Donc, on est dans des... il faut voir ce que disent les mots, mais il faut aussi voir ce que disent les images. Et les images sont quelquefois aussi inquiétantes en termes de mémoire historique que les mots. Alors, ça amène aussi aux questions de quelle façon, finalement, est-ce qu'il faut interroger les processus et ce que je propose, c'est quelquefois les mécanismes qui sous-tendent ces théories du complot sont aussi importants que les contenus. Donc, est-ce que c'est les contenus ou est-ce que c'est les processus qui sont importants? Plusieurs analyses extrêmement intéressantes de QAnon ont été faites qui montrent qu'il s'agit en fait, QAnon fonctionne dans son recrutement et dans ses processus comme un jeu vidéo grandeur nature. Donc, on vous anticipe. Devenez, rappelez-vous, le sentiment d'impuissance que je nommais face à la pandémie, face à la mondialisation. Vous devenez tout d'un coup un acteur et un acteur important. Il faut trouver, résoudre l'intrigue, formuler des hypothèses qui seront peut-être retenues. Et là, on a un renforcement, comme dans les jeux de hasard, un renforcement qui va amener une véritable dépendance au groupe et à ce jeu extraordinaire où votre voix est entendue. Se sentir écouté et reconnu,
faire partie d'une communauté, se sentir entouré, toutes choses qui sont extrêmement importantes en temps de confinement. Faire partie justement de la solution. Et évidemment, avec les risques de dérapage que l'on connaît jusqu'aux événements du Capitole. Et donc, c'est très important de voir que là, ce n'est pas uniquement ce que dit QAnon, mais comment ils le disent et comment ils proposent une voix et un rôle. Et alors, quand on regarde ce que nos institutions font, et je m'inclus là-dedans, hein, ce que nos pouvoirs proposent par rapport à la solution de la pandémie, on peut se dire, sommes-nous aussi astucieux et proposons-nous finalement aux gens des positions où leurs voix sont écoutées, respectées et où ils peuvent se sentir des acteurs de leur vie. Sinon, ben, on a quelque chose à apprendre de QAnon, pas en termes de contenu, mais en termes de mécanismes et de processus. Alors, rappelez que tout ça n'est pas théorique et a amené plusieurs morts, donc certainement celui qui des drames, comme ce jeune homme qui avait pris un fusil d'assaut et est allé tuer des militants de Black Lives Matter lors d'une manifestation avec une rhétorique d'autodéfense, donc légitimité de son autodéfense. Donc on peut aller très loin, on peut aller vers des acteurs solitaires, on peut aller vers des morts, ça a déjà fait des morts et c'est encore un risque qui est important. Quel est, je parlerai là plus en termes épidémiologiques, c'est bon, donc quels sont les facteurs? Qu'est-ce qu'on sait dans la recherche des facteurs qui sont associés au niveau mondial à ces théories de la conspiration? Alors d'abord, il y a des facteurs démographiques. Ce qui est important par rapport à ça, bon, c'est l'âge, le genre, l'ethnicité, et ça varie d'un pays à l'autre. Donc on peut dire, ce n'est pas toujours les gens du même âge, ce n'est pas toujours les femmes ou les hommes, ce n'est pas toujours les femmes ou les hommes du même âge, ou tel groupe ethnique qui va être le plus en appui à des théories du complot. Ça varie avec le pays. Ça varie aussi avec l'éducation et le niveau socio-économique. Habituellement, alors dans la plupart des pays, pas tous encore une fois, l'éducation et un niveau socio-économique plus bas sont associés à une plus grande adhésion aux théories du complot. Je vais revenir avec les données québécoises, entre autres celles produites par Marie-Ève Carignan et David Morin de l'Université de Sherbrooke. D'autres études ont étudié est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'adhérer aux théories du complot. Alors oui, les études semblent dire que des personnes avec des traits narcissiques, de psychopathie, des tendances paranoïdes ou schizotypiques peuvent être plus attirés. Attention, ça ne veut absolument pas dire que tous les gens qui croient aux théories du complot sont narcissiques, psychopathiques ou sadiques. Absolument pas, pas du tout. Et qu'on va retrouver une plus grande prévalence de ces traits dans des gens qui adhèrent assez férocement aux théories du complot. C'est aussi associé à des stratégies particulières d'adaptation face à l'incertitude et à la peur, comme je vous disais avant, et à des systèmes de croyances et d'attitudes. Donc, dans certains cas, les personnes vont très bien, mais ils ont déjà un système de croyances et d'attitudes anti-science. Plein de gens qui sont intéressés par la parapsychologie et autres et qui peuvent trouver là un écho à d'autres croyances auxquelles ils adhèrent. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les styles et les biais cognitifs caractérisent aussi les personnes qui adhèrent aux théories du complot. Là, encore une fois, attention, on peut être avoir une pensée tout à fait complexe et adhérer aux théories du complot. Mais en général, on parle de façon statistique, comme groupe, on retrouve des gens qui ont peu de ressources analytiques, une pensée plus intuitive qu'analytique, quelquefois une pensée simpliste ou rigide. Il y a aussi des facteurs sociaux. Quelquefois, les facteurs sociaux vont être beaucoup plus importants que, par exemple, les styles et les biais cognitifs. Donc, des facteurs sociaux, il y a une dimension groupale. Donc, en fait, si mon groupe croit et adhère à certaines théories du complot, eh bien, il est très probable que je vais au moins me poser des questions et dire est-ce que c'est vrai? Et peut-être être tenté d'y croire. Parce que, bon, voilà, soit c'est mes potes, soit c'est ma famille. Et ça va me convaincre en partie. Et il y a aussi des questions qui sont reliées à l'identité du groupe. Donc, on retrouve plus
du complot chez les conservateurs ou les sympathisants de l'extrême droite, c'est des personnes qui ont une orthodoxie religieuse. Mais attention, là encore, ça varie beaucoup selon les pays. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est vrai dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose qui est vrai de façon ponctuelle et dans certains pays, c'est les tendances dominantes en ce moment. En ce qui concerne la confiance dans les autorités, elle est habituellement moindre chez les gens qui adhèrent aux théories du complot, sauf si on a des gouvernements populistes. À ce moment-là, c'est l'inverse. Et l'utilisation des médias sociaux est un facteur d'accélération majeur. Pensez, certains d'entre vous ont peut-être vu le film Plandémique. Enfin, il y a des choses, des produits dans les médias sociaux qui ont beaucoup circulé et qui véhiculent ces théories. Et les personnes qui cherchent et qui sont intéressées par ces théories peuvent, à cause des algorithmes, finalement, passer leur temps en ligne en passant d'une confirmation à une autre confirmation. Donc, il s'agit souvent, comme le film Plandémique, qui est un peu comme déconstruit, entre autres, par les décrypteurs, mais de contenus qui s'appuient sur des faits et à partir de faits vont vers des demi-vérités et à partir des faits et des demi-vérités vont introduire des éléments qui sont complètement faux. Donc, vous voyez, on a habituellement un amalgame et un phénomène de généralisation. Donc, on part de quelque chose qui est vrai, on amène des questions, et on répond à ces questions à partir d'une distorsion des faits, et on finit par un système qui n'est absolument pas prouvé au niveau de faits ou au niveau d'une vérité objective ou scientifique. Et il y a aussi, donc, on trouve une confiance dans les médias comme source d'information crédible. Alors, quelles sont les conséquences de ces théories du complot? Là, surtout durant la pandémie, il y a toute une série de conséquences de santé publique qui nous affectent directement. Donc, un respect à géométrie variable des consignes de santé publique. Là, je ne dis pas encore qu'on ne peut pas les critiquer, ces consignes. Je dis que ça les affecte. Une tendance à stocker des biens. Alors, le papier toilette, c'est innocent et pas très grave, mais les armes, hein. Beaucoup de gens ont acheté des armes et vous l'avez vu durant la fin de semaine, ils stockent des armes. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux en termes de santé publique et de cohésion sociale. Utilisation erronée de médicaments ou traitements alternatifs, diminution des intentions vaccinales. Donc, on a tout ça, ça fait un peu, mais il y a d'autres conséquences plus sociales et qui personnellement m'inquiète encore plus à cause de leur effet à long terme, donc une augmentation de la discrimination et de la xénophobie, entre autres liées, par exemple, aux théories de la conspiration anti-asiatique. Hein. Il y a des bonnes études qui montrent comment les personnes de phénotype asiatique ont été objets de crimes et d'incidents haineux au Québec et au Canada. Hostilité, soutien à des actes criminels, des attaques contre des personnes ou des installations. Quant au lien avec la santé mentale, ces études-là disent que la directionnalité n'est pas claire parce qu'on a quelque chose de transversal. Donc, personne ne pense que la peur et le sentiment de perte de contrôle causent une adhésion plus grande aux théories de la conspiration, mais certaines personnes disent que les théories de la conspiration peuvent aussi causer plus de peur ou plus de détresse psychologique. Donc, quelle est la directionnalité de cette relation? Personnellement, je pense que la peur est un plus grand moteur d'adhésion aux théories du complot que les théories du complot rassurent plus qu'elles ne causent de peur. Alors là, j'entre dans les données de mon confrère, donc de David. Qu'est-ce qu'on sait au Québec? Alors, vous voyez, mon gouvernement cache des informations. Il y a 38% de gens qui y adhèrent. Et là, on peut être simplement dans l'esprit critique, parce que je pense que oui, le gouvernement ne dit pas nécessairement tout. Mais si vous êtes à l'autre extrême, donc un lien entre la technologie 5G et le coronavirus, je pense que là, on est dans la consultation où tout le monde pourrait s'entendre sur le fait qu'il n'y a pas d'évidence ou de fait qui supporte ça. Il existe dans l'intermédiaire, il existe déjà un médicament contre le coronavirus. Là encore, il n'y a pas de faits qui peuvent soutenir ça. Donc, vous voyez ce continuum qui va d'un esprit critique qui est légitime à finalement
la croyance dans des théories. Tout ça peut s'accumuler chez les mêmes personnes. Toujours les données de Marie-Ève Carignan et David. Les tendances complotistes sont au Québec plus importantes chez des jeunes qui sont moins éduqués et qui sont plus jeunes. Elles sont plus importantes chez des gens qui utilisent les nouveaux médias plutôt que les médias traditionnels où on recourt à l'information des autorités publiques. La perception d'une menace, et là on est dans la relation entre la peur et la tendance complotiste, la perception d'une menace est liée à une plus grande tendance complotiste. Et mon hypothèse, c'est que la peur amène cette adhésion comme une recherche de réponse. Alors, on a fait, là c'est mon équipe, une autre étude donc sur 6000 répondants en novembre dans 3 provinces, Québec, Ontario et Alberta, qui montre que les théories de la conspiration dans les 3 provinces et de façon égale sont fortement associées à la sympathie pour la radicalisation violente. Donc vous voyez, ça c'est quand même plus inquiétant, c'est de dire ces théories du complot finalement amènent une légitimation de la violence contre un autre, un groupe ou des personnes qui me menacent. Et ça, je dirais pour notre paix sociale, c'est quand même préoccupant. Le genre, l'âge et les difficultés financières prédisent en novembre cette sympathie pour la radicalisation violente et la détresse psychologique modère la relation entre les théories du complot et cette radicalisation violente, ce qui veut dire, là je vais vous passer les chiffres, mais ce qui veut dire finalement que les gens qui sont très en détresse adhèrent beaucoup plus aux théories du complot. Ça amène une légitimation de la violence. Donc, vous voyez, la détresse est un facteur clé entre les deux qui explique pourquoi on va vers les théories du complot et pourquoi on peut légitimer la violence, être en état de désespoir. Alors, quelles sont certaines des manifestations interpersonnelles de ces théories du complot? On retrouve une rigidité cognitive modérée à extrême chez les gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à regarder ces théories. Ça, c'est important parce que vous allez retrouver beaucoup de gens dans les familles de personnes qui adhèrent, donc on pourrait appeler des complotistes, qui finalement trouvent ça très très difficile de ne plus pouvoir parler à leur conjoint, à leur le grand-père, c'est rare à cause de leur conjoint, à leur enfant, à leur ami, parce qu'ils ne parlent plus que de ça, ils ne s'intéressent plus qu'à ça, et on finit toujours par se disputer en parlant, c'est difficile. À cause de ça, parce qu'en fait, comme toute croyance extrêmement ancrée, ça peut amener des comportements transgressifs et parfois agressifs. Et ce que nous, on voit surtout, alors là, au niveau de l'équipe, c'est des conflits familiaux. Conflits familiaux, mais aussi des conflits au travail. Et certaines personnes qui étaient exclues de leur ordre professionnel. Donc, vous vous rendez compte, ça a des conséquences terrible. Enfin, c'est très, très difficile en termes d'une carrière, en termes d'un parcours professionnel. Si votre ordre professionnel vous désavoue ou vous exclut à cause de croyances comme ça. Donc, des conséquences importantes à cause de ces comportements transgressifs et parfois agressifs. Ça veut dire finalement que ces croyances sont tellement ancrées qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on va perdre en y adhérant. Alors, quelque chose qui est très différent suivant que les personnes sont isolées ou qu'elles ont un groupe d'appartenance virtuelle. Donc, est-ce que j'adhère aux théories du complot tout seul dans mon sous-sol parce que je ne file pas, je suis très déprimée, je suis très fâchée contre la société. On a des gens donc, qui vont adhérer à ces théories tout seul, ou est-ce que c'est une occasion, et là j'en réfère aux travaux de Laurence Monet, donc, qui est professeure à l'UDM et qui a travaillé sur les mouvements anti-masques en ce moment et anti-vaccins. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait,
c'est aussi, dans cette période de confinement, une façon de se retrouver avec des gens et donc de se retrouver dehors. Et elle parlait comment, en allant à ces manifestations, où elle portait un masque, elle voyait beaucoup de gens qui étaient très contents finalement de se rencontrer, de pouvoir discuter avec les autres, de pouvoir lui expliquer pourquoi ils faisaient ça. Et elle avait l'impression que ça redonnait un forum pour des gens qui autrement s'étaient sentis très isolés. Alors, je vous donne quelques exemples, des exemples bon, qui sont évidemment prototypiques un peu de ce qu'on a vu, qui montrent comment, dans certains cas, l'adhésion aux théories du complot va finalement perturber la vie personnelle ou venir répondre à des problèmes plus personnels. Alors, je ne veux pas du tout médicaliser ou psychopathologiser les gens qui adhèrent à des théories du complot. Mais c'est vrai, au niveau clinique, je suis clinicienne, on rencontre ce coïncidence. Alors, je vous donne simplement quelques exemples de ce qu'on peut rencontrer. Donc V, c'est une femme de 55 ans qui avait beaucoup d'attaques de panique et d'agoraphobie au printemps, donc lors de la première vague. Anti-masque convaincue, elle sort maintenant manifester en groupe sans masque. Vous voyez, les théories du complot sont venues guérir ses attaques de panique et son agoraphobie. Ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est bien. W est une femme, là on a finalement les théories du complot qui viennent guérir la peur. Hein. W, qui est une femme de 78 ans, en perte cognitive, donc c'est quelqu'un qui a un début d'Alzheimer, fait une anxiété catastrophique lors de la première vague. Quand on a des pertes cognitives, c'est très difficile quand notre environnement change, surtout si on se retrouve plus isolé. Son adhésion aux théories du complot justifie sa méfiance et sa colère maintenant envers son entourage. Et finalement, ce qu'elle dit, c'est avec un côté un peu plus paranoïde. Je le savais bien qu'il y avait des gens contre nous, et voilà. Et ça vient un peu expliquer. Elle ne se souvient pas trop, mais ça justifie sa colère et sa famille trouve ça très difficile. X est un homme de 45 ans qui avait déjà un trouble de santé mentale avant, un trouble chronique, et qui a été amplifié par la pandémie et la politique aux États-Unis. Et il passe absolument sur le net et il a maintenant des comportements beaucoup plus agressifs qu'avant, ce qui fait que son entourage est très préoccupé par un possible passage à l'acte. Y est un adolescent de 17 ans. Durant le confinement, il a très mal supporté ce confinement-là et ça a exacerbé ses idéations suicidaires et homicidaires et la violence envers ses proches. Il était trop enfermé avec une famille avec qui il ne se pas très bien. Et son adhésion à la rhétorique anti-système légitime sa violence dans cet espace domestique qu'il ne supporte plus. Des conflits familiaux qui n'avaient rien à voir avec les théories du complot, mais qu'on retrouve beaucoup de toute façon durant ces temps un peu plus difficiles. Et finalement, Z, qui est un jeune homme de 21 ans, très brillant, très intelligent, se retire, il a coupé toutes ses relations sociales, lâché ses études, il a des comportements survivalistes, il amasse des choses et se prépare à la fin du monde. Et ses parents se demandent finalement est-ce qu'il a un problème ou est-ce que c'est simplement un effet plus sectaire d'adhésion aux théories du complot. Alors, est-ce qu'il y a une place pour l'intervention? Oui, mais il faut faire attention. Là encore une fois, rester critique. Donc, les croyances aux théories du complot ne sont pas en elles-mêmes un signe de psychopathologie ni de son absence. Il ne faut pas ni culturaliser ni pathologiser. C'est un phénomène social dont on parle. Hein, et beaucoup de gens croient aux théories du complot, comme on peut croire à une religion, à la science, j'en suis, et à beaucoup d'autres choses. L'attention doit se porter sur la trajectoire individuelle. Donc, est-ce que quand on perd son emploi, quand on perd sa famille, quand on en arrive à divorcer, quand on en arrive à être violent, à ce moment-là, c'est ce que j'appelle une dysfonction. Et à ce moment-là, il y a peut-être lieu d'intervenir pour que cet individu ne paye pas trop cher le prix de cette adhésion aux théories du complot dans sa vie future, parce qu'il risque de se réveiller un jour. L'entourage et la famille aussi ont besoin de soutien, et ça, c'est un lieu d'intervention qui est très important. C'est très difficile, même si dans la plupart des cas, ça va passer. C'est des mois
voire des années qui sont dures. Alors, une intervention purement cognitive est rarement efficace. Il faut diminuer la détresse sous-jacente, rétablir certains liens sociaux. Et ce qui est très important, la confrontation est contre-productive, en présentiel et en virtuel. Humilier les gens ou leur dire qu'ils sont stupides, ça ne marche pas, ça ne fait qu'empirer les choses. Je sais que c'est une réaction normale, c'est une réaction viscérale qu'on peut ressentir, surtout quand c'est nos proches, mais ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut penser ailleurs, il faut aller chercher la détresse, il faut comprendre que les gens ont des bonnes raisons d'être fâchés et d'avoir peur. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut arranger les choses. Donc un accompagnement qui favorise une reprise d'un certain sentiment de contrôle sur sa vie peut diminuer la colère. La reconnaissance aussi de la limite de nos savoirs, la légitimation des affects de frustration. La prévention, alors, elle est associée à la compréhension des dynamiques et je pense qu'elle devrait influencer les communications en santé publique et les communications gouvernementales et dans nos institutions. Donc, il faut comprendre ce qui se passe pour inspirer nos communications. Et je termine peut-être avec cette idée qu'à mon avis, collectivement comme société, si on regarde les pays qui en sont le mieux tirés en ce moment par rapport à la pandémie, donc, à part la Chine où évidemment l'imposition d'un système totalitaire a été extrêmement efficace, mais aussi très coûteux en termes de lien social, il y a des très bons écrits là-dessus, c'est des pays qui ont favorisé des types de communication plus démocratiques. Donc, en favorisant le pouvoir d'agir sur des situations plutôt que la soumission à des ordres, en minimisant la coercition, en tenant compte des valeurs, des émotions, des histoires collectives, favorisant la participation des citoyens et de la société civile, en institutionnalisant une structure de communication flexible et en mettant en évidence les processus démocratiques au sein de nos institutions. Tout ça n'est pas facile, mais je pense que c'est inspirant. Je ne pense pas que nous l'avons tout fait au Québec, mais je pense que dans certains domaines, nous pourrons faire mieux et que je souhaite que nous fassions tous ensemble. Donc, en conclusion, la flambée des théories de la conspiration, c'est une expression d'un malaise social significatif qu'il faut prendre au sérieux. Ça ne vient pas pour rien. Le phénomène est aggravé par la pandémie, mais ça continuera après. Les réponses individuelles et collectives peuvent aggraver le problème si on ne prête pas attention à la souffrance sociale, à l'érosion du lien social et aux problèmes de communication que nous pouvons avoir de l'autre côté, au niveau des orthodoxies, au niveau de la science, au niveau évidemment des compagnies pharmaceutiques. Donc nous faisons tous partie de la solution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cécile. C'est extrêmement stimulant. Je tiens à m'excuser pour l'auditoire. Il y a eu parfois des petites interruptions de son, probablement des questions de bande passante. On est dans le créneau horaire où beaucoup de gens se connectent. Donc peut-être que tu as beaucoup de voisins en ce moment qui sont sur les réseaux sociaux. Écoute, on a déjà un certain nombre de questions qui portent à la fois sur euh, les raisons de l'adhésion et sur les solutions. Donc, peut-être revenir d'abord sur les questions de l'adhésion. Il y en a une assez intéressante que j'aimerais poser d'emblée, c'est la défiance à l'égard des gouvernements. Et on l'a vu et tu les as présentées dans les données que nous, on a. Ça sort très, très fort et on constate qu'il y a vraiment une relation significative entre la méfiance à l'endroit, d'ailleurs, pas juste des gouvernements, je dirais des institutions, que ce soit les institutions gouvernementales, que ce soit les institutions médiatiques, les institutions scientifiques. Donc là, il y a vraiment un lien. La question que pose la personne qui écoute, c'est ben, est-ce que finalement ça, c'est à l'origine ou plutôt une conséquence finalement des théories du complot. Donc, c'est sûr que les théories du complot renforcent probablement cette méfiance-là, mais comment tu vois, bon, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule, probablement que la réponse est un peu des deux, mais comment tu vois les choses, toi? Bon, alors je pense que au niveau de, c'est ça, au niveau
la crise, et donc la situation de pandémie, la peur, va générer une méfiance parce qu'on voudrait un gouvernement tout-puissant. De la même façon que les enfants s'attendent de leurs parents qu'ils les protègent. Et quand les parents n'arrivent pas à les protéger d'une adversité extérieure, ils vont en vouloir à leurs parents, les attaquer et devenir méfiants, parce que mon parent devrait me protéger. Nous faisons la même chose avec nos gouvernements. De l'autre côté, donc l'autre est vrai aussi, là je vais prendre l'exemple des pharmaceutiques, parce qu'avec la vaccination, ça se pose. On a très bien mis en évidence dans les dernières décennies que les compagnies pharmaceutiques ne publient pas tout, qu'ils ne publient pas les résultats négatifs, qu'ils biaisent leurs données et qu'elles ne sont souvent pas crédibles. Donc, la science qu'on présente est partielle et on peut en douter. Et je pense que c'est très important de faire cet examen, de se dire c'est vrai de la science, c'est vrai de la santé publique, c'est vrai de nos gouvernements, nous sommes partiellement crédibles, mais pas complètement. Hein. Donc, il y a là quelque chose qui interroge notre sens démocratique et notre besoin de transparence. Nos gouvernements ne sont pas très transparents. C'est pour ça que j'aime Spinoza. Ça n'est pas d'hier que ça date. On ne gouverne pas les gens en démocratie en leur donnant toujours les outils de compréhension nécessaires à la décision collective. On ne fait pas ça, on les dirige. Ça suscite la méfiance, surtout en temps de crise. Donc vous voyez quelque chose qui vient de la crise, mais aussi quelque chose qui est une responsabilité des gens qui ont du pouvoir et des gens comme nous dans les universités. Donc le savoir et le pouvoir ont toujours été très liés. Le savoir est une chasse gardée. Je pense que ça crée de la méfiance, une méfiance justifiée. Oui, écoute, et puis j'ajouterais qu'en tant que politologue, nous, on voit quand même et on constate, une méfiance, à l'égard du gouvernement qui va croissante, autant dans le temps des décennies, en fait, et qui se mesure notamment, souvent en période électorale, par quelques élections, mais par, moins de participation électorale, les sondages d'opinion par beaucoup plus de cynisme à l'endroit de la politique. Et c'est vrai que quand on voit un gouvernement qui est pris dans une tempête parfaite, qui est finalement de piloter à vue dans un contexte de pandémie où en plus les réponses manquent à l'appel, c'est sûr que ça vient renforcer finalement la méfiance d'une partie de la population. Le défi pour un gouvernement étant sans doute d'accepter et de dire aux gens qu'il ne sait pas, qu'il fait des erreurs, qu'il fait des essais, que peut-être il se trompe et puis qu'on rétropédale. Et on a vu ça quand même, d'ailleurs, à tous les paliers de gouvernement dans tous les pays du monde, beaucoup d'essais-erreurs et probablement que plutôt que de l'admettre, donner l'impression qu'on est toujours en contrôle pour essayer de se montrer un peu rassurant ou paternalisant vis-à-vis de la population et pas forcément la meilleure des options. J'ai une deuxième question, pour toi. Alors celle-là, je vais te laisser vraiment y répondre. Est-ce que l'adhésion aux théories du complot peut être un mécanisme de compensation, de la part de ceux qui adhèrent, donc un mécanisme de compensation, compris, vraiment, si tu veux, comme, le terme que je recherche en anglais, que je n'ai pas, mais, que tu connais, donc je te laisse y répondre. Euh, je dirais oui, oui dans le sens que ça vient, là je resterai avec le terme compenser, ça vient compenser ou ça vient nous donner un sentiment de contrôle et de savoir sur nos vies. Donc c'est cette question, effectivement, c'est tout à fait en lien avec ce que je disais sur l'incertitude. Si je suis en présence, je me sens attaquée dans le noir par un ennemi inconnu, ce que je vais vouloir savoir pour me défendre, c'est qui est mon ennemi et comment je peux me défendre. Et si quelqu'un me dit quelque chose, mais que ça ne marche pas très bien et que j'ai encore peur, eh bien, je vais essayer de définir moi-même mon ennemi pour me défendre. On est dans quelque chose de très, très, très viscéral. Et finalement, la pandémie, c'est un peu ça. C'est un peu comme avoir un ennemi et être terrorisé, mais être sans moyens. Et donc, par rapport au fait d'être sans moyens, eh bien, tout
tout d'un coup, avec le temps qui passe, on a besoin de dire: «Ben, il faut que je recommence à vivre et en fait, je sais, qui est mon ennemi et je peux me défendre» et c'est à ça que servent les théories du complot. Donc oui, elles viennent compenser pour la peur, parce que ça nous donne un sentiment de sortir de l'impuissance et d'avoir un contrôle sur nos vies. Écoute, j'ai une question intéressante, qui ramène aussi probablement à ce que tu disais à un moment donné, qu'il fallait bien faire attention aux termes, de Bertin qui dit: «Pourquoi réduire cette question de conspiration? Vous semblez pencher automatiquement du côté selon lequel les vrais complots n'existent pas, ce qui est dangereux. Il y a des faux complots, il y a aussi de vrais complots. Pensez au cas des génocides de la guerre mondiale, le cas du Rwanda, le cas du médecin de la mort de l'Afrique du Sud. Alors vous devriez venir avec des critères qui devraient distinguer les faux complots des vrais complots». Ah, c'est une question très, très intéressante parce que je pense, mais là, David ne va pas être d'accord avec moi. Je pense que les humains, nous sommes tous des complotistes nés. C'est-à-dire que dans notre travail, dans notre famille, au quotidien, le fait de penser de façon stratégique, de dire certaines choses à mon groupe et pas aux autres, de faire des plans pour, pour y arriver mieux, pour avoir plus de bonbons quand on est petit dans une gagne, pour avoir plus de ceci, plus de cela. Je pense que ça fait partie de la nature humaine. Alors, quand est-ce qu'on peut parler? La question est excellente. Donc, il y a un continuum entre cette tendance chez les humains à faire fonctionner mon réseau social proche et mon groupe d'appartenance en lui donnant des informations privilégiées et en faisant une stratégie pour m'assurer un contrôle et un pouvoir, et ça je pense que nous le faisons tous, c'est ce qu'on appelle la politique, David, hein. Donc, entre ça et qu'est-ce qu'on appelle alors un complot? Je pense que la question est excellente. Je pense qu'il y a un continuum et qu'actuellement, en fait, aujourd'hui, dans la présentation, ce que j'entendais par théorie du complot avérée, pour l'instant, et là c'est mon biais scientifique, c'était une croyance qui n'a pas de soutien scientifique. Donc, l'adhésion à une croyance, et ça ne veut pas dire, attention, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, je ne peux pas le prouver, hein. Donc, vous pouvez y croire, je peux y croire ou ne pas y croire, on n'est pas dans l'ordre de quelque chose qu'on peut prouver. Mais on peut s'entendre sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut mesurer à partir d'une approche empirique, euh, à partir de l'existence de faits. Donc là, on est dans une réalité historique. Donc ce dont je parlais, c'est ce qu'on ne peut pas prouver à partir d'une réalité historique ou à partir d'une approche empirique ou à partir de faits. Je suis d'accord au niveau de la question que c'est très difficile parce qu'en fait, on peut croire à des choses qui ne sont pas prouvées par les faits et ça ne veut pas dire en soi qu'elles n'existent pas. Il s'agirait là finalement d'un raccourci qui voudrait dire qu'on sait et qu'on a des connaissances au sujet de tout ce qui existe. Or ça n'est pas vrai. Donc vous pouvez vous poser une question qui est extrêmement complexe, mais qui est importante, qui montre comment, dans l'attribution à l'autre de la position complotiste, on risque de faire des raccourcis qui peuvent s'avérer dangereux. J'ajouterais un élément là-dessus, évidemment, c'est bien sûr qu'il y a eu des complots dans l'histoire, beaucoup de complots. Il y a eu des complots, la CIA a fomenté des complots, déjà à la Rome antique, finalement, l'assassinat de César, était en soi un complot, on pourrait discuter de l'industrie du tabac, par rapport aux études et cetera. Sauf que ce qui est important de préciser aussi, c'est que ces complots-là, ont été souvent révélés au grand jour, soit par des gens qui y ont participé, soit par, des médias, d'ailleurs souvent les médias dominants qui ont enquêté sur ces complots-là et qui ont donc produit de la preuve qui nous ont permis de constater qu'effectivement, il y avait des gens qui s'étaient regroupés pour commettre des gestes sur la base effectivement de complots secrets, essayer de se cacher. Or, en l'occurrence, il y a quand même un point important, c'est que l'absence de preuve d'un complot ne vaut pas preuve que le complot existe.
Et là, souvent, ce qu'on voit dans les théories actuelles, notamment les complots de QAnon, où finalement on aurait effectivement des élites étatiques, économiques, médiatiques, qui se regrouperaient entre elles pour finalement alimenter des réseaux de pédophilie qui, eux, effectivement existent. Les réseaux de pédophilie, on sait qu'il y en a. Mais là, si vous voulez, y mêler les chefs d'État et de gouvernement de toutes les grandes puissances, etc., finalement, à l'absence de preuves ou alors en présentant des documents qui sont souvent falsifiés, je pense que le rôle, notamment, du debunking à ce niveau-là, ou en tout cas du décryptage de faits qui permet effectivement de montrer que les preuves ne sont pas réelles. Moi, en l'absence de preuves, effectivement, je ne crois pas aux théories du complot. Donc, je ne postule pas que le complot existe avant qu'on m'ait fait la démonstration. Et je pense que c'est sur cette ambiguïté-là, à l'heure actuelle, que les leaders complotistes jouent en disant, regardez, sans jamais véritablement faire la démonstration. Et on le voit finalement, les révélations de QAnon qui ont été faites comme quoi on suivait le plan à l'heure actuelle, ben, ça n'arrive pas. Et on a une grande détresse parmi notamment une partie des adhérents à ces thèses-là qui finalement ont l'impression que ben, on leur a vendu de la salade pendant des semaines, des mois, des années. Écoute, j'ai une question aussi, ou deux, trois questions qui portent vraiment sur les solutions. Le premier, évidemment, c'est est-ce que si on travaille sur l'estime de soi, des gens qui adhèrent, est-ce qu'on a des chances que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on pourrait canaliser l'adhésion aux théories du complot vers une cause ou des activités qui ne nuisent pas aux mesures de santé publique? Ça me semble très intéressant comme question. Et une autre question aussi, finalement, quelles seraient tes recommandations pour évidemment ou éventuellement moduler, modérer l'effet de la détresse psychologique ou le déni du virus au sein de la population générale? Donc là, on est dans trois questions qui concernent un petit peu les solutions, puis j'en ai beaucoup d'autres, mais je les garde pour après. Je te laisse la parole. Je vais essayer. Attends, je pars avec la première et puis on rebondit sur la deuxième. Après ça, tu me rappelleras parce que donc, par rapport à la première, l'estime de soi, certainement, mais je dirais, au niveau individuel, ce que j'éviterais, c'est des recettes ou des panacées. Donc, pour un adolescent qui est très isolé et qui ne se sent pas bon et qui se sent rejeté, il y a un lien, par exemple, à l'intimidation ou à l'intimidation en ligne. Oui, le fait d'avoir une meilleure estime de lui ou d'elle va l'aider à se sentir plus heureux et donc à se sentir moins en détresse. Pour une autre personne, le fait de se sentir moins en détresse peut être dans des choses très concrètes, c'est-à-dire être rassuré par rapport à sa situation financière, parce que beaucoup de gens ont perdu un emploi, euh, être rassuré ou se sentir entouré d'amis, finalement, le fait d'avoir des gens qui l'appellent et avec qui on peut socialiser, qui tiennent à lui. Donc, l'idée, c'est global, c'est vraiment de diminuer la détresse. Et l'estime de soi, le fait d'avoir une voix et de se sentir respecté, de se sentir écouté, c'est certainement un facteur contributeur très important. Donc, vous avez raison par rapport à ça. Il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent aider à diminuer aussi la détresse. Maintenant, la deuxième question est extrêmement intéressante. C'est effectivement comment est-ce qu'on peut éventuellement canaliser cette énergie dans les théories du complot, ce qu'on appelle les théories du complot ici, dans autre chose qui n'interfère pas avec les mesures de santé publique. Je pense que ce qui est intéressant et qui peut marcher, c'est le fait de prolonger, vous savez, comme en arts martiaux, plutôt que de s'opposer, on peut prolonger le mouvement et l'utiliser. Et donc, il s'agit plus d'essayer de voir ces gens, ces personnes sont en recherche d'informations. Je pense que la recherche d'informations, c'est important. Et là-dessus, on peut bâtir. Se dire, est-ce qu'on pourrait chercher ensemble de l'information? Est-ce qu'on peut savoir? Donc oui, les pharmaceutiques et les vaccins, il y a déjà eu des problèmes, mais pas tellement que ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou en apprendre plus? Ces temps-ci, on est beaucoup en train de travailler, par exemple, sur toute la question de l'hésitation vaccinale. L'hésitation vaccinale ne présuppose pas du tout qu'on va pousser les gens ou convaincre les gens de se faire vacciner, mais plutôt qu'on va examiner avec eux finalement le pour, le contre et les conséquences. Je pense que
à partir du moment où on peut valoriser le fait que les gens qui s'intéressent aux théories du complot sont intéressés à avoir de l'information, sont intéressés à une recherche de vérité, ça c'est très important, une recherche de vérité. Ça, c'est quelque chose de très valable. Et donc, aller là-dedans, essayer de voir, soulever des questions et soulever des doutes, je pense que ça peut aider. L'autre chose qui est possible aussi, c'est toujours dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la confrontation, d'appeler à un maintien de la relation dans le confort. Là, je pense à une entreprise qui utilise des bracelets de couleur pour ses employés. Vert, s'ils sont absolument pas peur du virus. Jaune, ça veut dire tenez-vous un peu à distance. Et rouge, ça me panique vraiment. Et je pense que là, il y a quelque chose qui dit, ils respectent tous à peu près les règles, mais il y a quelque chose qui dit il est normal et légitime que notre confort par rapport aux règles de santé publique varie. Et je peux faire des choses parce que je respecte les autres, même si pour moi, ça n'est pas très important. Donc, vous voyez, on a quelque chose où là, on n'essaye pas de convaincre la personne de respecter la règle parce que c'est la règle, parce que si elle n'y croit pas, elle n'y croit pas, mais on lui dit, écoute, je comprends que toi, tu es confortable là-dedans, mais pas moi. Est-ce que tu peux faire attention à moi? Je te demande de prendre soin de moi. Et ça, je pense que ça peut marcher mieux dans une relation familiale ou amicale qu'une confrontation. Merci. J'ai une question ici avant de repartir encore sur les solutions, de Julie, qui trouve que, et en fait qui pose cette question en disant: «Quelqu'un qui remet en question les intentions du gouvernement aurait une maladie mentale?» Point d'interrogation. Donc elle est évidemment absolument pas d'accord avec la définition qu'on a du complot, et cetera. Donc je pense peut-être rappeler Oui, que non, on peut être contre le gouvernement et ne pas être un complotiste. Donc peut-être reparler de ça et qui demandait aussi qui finançait nos recherches. ok. C'est deux très très bonnes questions. Merci beaucoup. Donc la première, alors je pense que là je vais m'excuser, j'ai probablement pas été assez claire ou assez longue tout à l'heure. Je pense que croire à quelque chose de différent de l'orthodoxie gouvernementale ou institutionnelle, ça n'est pas une maladie. Je pense que même avoir un esprit critique, c'est très sain et qu'à ce niveau-là, une adhésion complète à l'orthodoxie est peut-être aussi problématique qu'une adhésion à des théories du complot qui n'ont aucune base empirique, qui, à mon avis, est problématique aussi et qui peut mener à la violence. Euh, donc, les personnes, la très grande majorité des personnes qui adhèrent à des théories du complot n'ont pas de problème de santé mentale. Avoir une détresse psychologique, ça ne veut pas dire avoir un problème de santé mentale. Je pense qu'il faut bien distinguer ça. Être en détresse, ça fait partie de notre humanité. Avoir peur, être fâché ou être triste aussi. Ces temps-ci, durant la pandémie, la réponse au stress est une réponse normale qu'il ne faut pas pathologiser. C'est-à-dire, je pense, que la plupart des humains, la plupart d'entre nous, ont vécu d'une façon ou d'une autre, soit de la tristesse, soit de l'anxiété, soit de la colère, soit de la frustration, et en vivent encore maintenant. Il s'agit d'une réponse normale au stress, donc ça n'est pas une maladie mentale. Merci de la question, c'est très important. Maintenant, ces affects-là, ces émotions-là influencent notre pensée. Ça va influencer notre pensée, soit qu'on suive aveuglément toutes les règles en santé publique et tout ce que le gouvernement dit, et l'inverse, et au milieu. Donc l'idée, c'est que nos émotions interagissent avec nos pensées, et ça c'est vrai pour nous tous, et ça n'est pas une maladie mentale. Dans le cas de certaines personnes qui avaient une vulnérabilité avant au niveau d'une maladie mentale, soit qu'ils soient plus anxieux, plus déprimés, ou d'autres dérives, et entre autres une rigidité cognitive, à ce moment-là, il peut y avoir une interaction entre le contexte de stress actuel, des problèmes de santé mentale préexistants et une adhésion aux théories du complot. Donc, vous voyez, le lien entre détresse psychologique qu'on voyait et théorie du complot correspond à la réponse au stress normal, mais va inclure des gens qui ont aussi déjà des problèmes de santé mentale préexistants et qui pouvaient réagir plus. Mais vous avez tout à fait raison, croire aux théories du complot, ça ne veut pas dire
avoir une maladie mentale. Peut-être également répondre à la question du financement de la recherche. Oui, Je oui, pense qu'il oui, y a oui, souvent une oui, mauvaise oui, compréhension très, de très, très important. oui, Absolument. Donc, la recherche que moi je mène, qu'on a menée sur les 6000 personnes là, dans les 3 provinces, est financée par le FQRSC. Donc, c'est le Fonds québécois de la recherche en société et culture, qui est un des fonds subventionnaires en recherche du Québec et qui est donc où les projets sont attribués par des examens de terre. Donc là, le financement venait financement de l'équipe RAPS qui travaille donc recherche et action sur les polarisations sociales. David, toi, tu as peut-être aussi des sources de financement. oui, bah, bien sûr, notamment les instituts de recherche en santé du Canada. Un point important qu'il faut rappeler à Julie, oui, la recherche, elle est financée effectivement par des organismes gouvernementaux, mais un processus pour obtenir une subvention de recherche, c'est que vous montez un dossier de recherche qui est évalué pas par le gouvernement sur des bases politiques, mais par des experts du champ dans lequel vous vous trouvez. On regarde si votre méthodologie tient la route et puis ensuite vous faites vos recherches. Et là, il y a évidemment un contrôle qui est exercé sur la qualité de la recherche, etc. Et un suivi assez strict sur le financement. Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre question, et puis vous allez voir sans transition, de quelqu'un qui demande face aux leaders des groupes conspirationnistes, qu'est-ce qu'on fait? Donc je répondrai quand même à Julie et je la rassure, le tracing de l'argent qui finance nos recherches est extrêmement facile à faire. C'est assez transparent, ce qui n'est pas forcément le cas de l'argent qui va chez les leaders complotistes. Donc si elle nous pose cette question à nous, moi je lui suggère de demander à certaines fondations ce qui peut être fait, par exemple, de l'argent que les citoyens payent via tel ou tel financement sur Internet, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les leaders des groupes? On a vu, hein, notamment dans l'actualité, que certains leaders étaient aux prises avec la justice, notamment, pour un certain nombre de raisons. D'autres font face à des plaintes auprès de leurs ordres professionnels. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses, Cécile? Ouais, personnellement, je ne pense pas, enfin, personnellement, je ne favorise pas des avenues coercitives. Je pense que, euh, et je reviens à mon idée de communication démocratique. Communication démocratique, ça ne veut pas dire le consensus, et ça ne veut pas dire être d'accord. Je pense que c'est très important, et c'est pour ça que j'apprécie les questions ce soir, je pense que c'est très important qu'on ait le droit de ne pas être d'accord, qu'on ait le droit de ne pas tous penser et croire les mêmes choses, et qu'on puisse s'en parler. À mon avis, plus on va vers une coercition et un contrôle, plus on va renforcer la partie qui est vraie dans les théories du complot, c'est-à-dire le fait qu'on a des gouvernements qui sont très très contrôlants du discours public et du politiquement correct. Hein. Tout ce mouvement est lié. Je pense que un espace, alors c'est une grosse discussion que nous n'aurons pas ce soir sur la liberté d'expression ou la censure, mais je pense qu'il faut prendre le risque de la dissension. Et que la meilleure façon euh, de, euh, finalement, de contrôler les effets, pas de contrôler, mais de mitiger les effets sociaux pernicieux de ces théories, c'est d'ouvrir des espaces de dialogue et de communication ouverts. Et à mon avis, c'est plus efficace que des mouvements répressifs qui, à mon avis, vont augmenter cette impression d'un gouvernement qui a la main mise sur tout ce qui se passe en arrière. Donc, à ce niveau-là, je pense des communications ouvertes et des politiques qui s'adressent à la souffrance sociale sous-jacente à ce mouvement sont plus importantes. Donc, enfin, mais c'est ma position. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. J'y reviendrai, mais là, j'ai une autre question intéressante. Comment déterminer le potentiel de dangerosité d'une personne radicalisée aux théories du complot qui a des armes? Puisque tu soulevais la question justement du fait que certains accumulent des armes. On a vu aussi dans l'actualité récente les interventions des forces policières chez quelques individus qui d'ailleurs, il faut le souligner, dont au moins un a été signalé par les membres de sa famille qui s'inquiétaient pour la santé de cette personne-là.
Et je pense que c'est quand même assez, un acte courageux, que de prendre, finalement, son courage à 2 mains et de dire: «Écoutez, il y a quelqu'un dans ma famille, je pense qu'il va pas bien, est-ce que ça serait possible de faire quelque chose?» Comment est-ce qu'on détecte ça? Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions dans leur entourage? Je pense que c'est très, très compliqué. Alors, le fait de posséder des armes, et le recours aux armes peut faire partie d'une culture de groupe. On a ça dans certains groupes, d'extrême droite. La possession d'une arme est absolument nécessaire. Elle fait partie du fait même de participer au groupe. Dans des groupes aussi ou des individus survivalistes, où finalement le fait de posséder une arme, comme on s'en va vers une catastrophe, va m'aider. Alors je pense qu'il s'agit, dans certains cas, donc quand on a des armes dans un groupe et de façon socialisée à partir de croyances, c'est toujours un risque. C'est-à-dire le fait d'avoir une circulation d'armes, c'est bien montré avec le nombre d'homicides aux États-Unis, augmente le risque d'homicide. Si vous avez une arme et que vous vous disputez avec quelqu'un, les chances que vous en serviez mal sont plus importantes que si vous utilisez vos poings. Donc, quand on peut tous, à un moment donné, perdre contrôle dans une dispute, on a tous une certaine forme de violence en nous. Et avoir des armes, ça augmente les risques d'homicide. Ça, c'est de façon générale. Mais ça n'est pas un indice de dangerosité très élevé. En fait, actuellement, la dangerosité ne vient pas vraiment. Alors, ça m'a contredit, les événements du Capitole contredisent ce que je dis, mais pour l'instant, la dangerosité principale ne vient pas nécessairement de groupes organisés, pas en ce moment. Elle vient beaucoup plus d'acteurs solitaires, en tout cas au Canada. Hein. Les forces de l'ordre, ce qui les préoccupe en ce moment, au niveau fédéral et provincial, ce sont les acteurs solitaires. Les acteurs solitaires, ce ne sont pas des gens qui ont des armes en groupe parce qu'ils s'opposent au gouvernement, ce sont des individus qui souvent sont habités par un désespoir profond, qui ne veulent plus vivre, qui sont souvent très suicidaires. Et les agir à ce niveau-là, les agir agressifs, les plus dangereux, ce sont les agir d'individus désespérés, qui n'ont plus rien à perdre et qui risquent finalement de prendre la vie d'autres personnes en prenant la leur. Donc, c'est juste de se dire quel est le risque relatif. Donc, dans ce sens-là, comme David le disait, des personnes qui sont désespérées, qui ne vont pas bien, qui sont en grande détresse et qui ont des armes, eh bien là, on a une dangerosité très élevée. On a aussi une dangerosité très, très élevée. Des gens ont des armes, sont très fâchés, désespérés et consomment des drogues. Je pense qu'autrement, ce qui est important, c'est que finalement, les gens de l'entourage qui sont inquiets quand il y a une possession d'armes, ben, qu'ils n'hésitent pas à en parler, qu'ils n'hésitent pas à consulter et pas forcément la police. Il y a aussi ils peuvent aussi aller dans les services de santé, des services sociaux pour dire il y a quelqu'un dans ma famille qui m'inquiète, et je ne veux pas qu'il lui arrive rien de mal et comment est-ce qu'on fait pour le protéger et nous protéger. Merci, oui, je pense que c'est quand même important effectivement de le rappeler. Peut-être rapidement et puis après j'ai 2 questions, intéressantes aussi liées à l'actualité, heu, quelles sont les différences entre les rumeurs et les théories du complot? Donc peut-être réinsister sur le caractère intentionnel du complot? Ah, ça, je pense que tu peux répondre. En fait, les rumeurs et les légendes urbaines, ça fait partie, c'est le sel et le poivre de la vie. C'est-à-dire que même quand on n'y croit pas, on les apprécie. Les humains sont des conteurs d'histoires. On en raconte tous. Et quand on raconte les histoires, on les exagère, on les déforme un peu, et puis ça part et ça circule, et ça, etc. Donc, je pense que les rumeurs et les légendes urbaines, c'est ça, c'est des histoires qui partent souvent soit d'une farce, soit d'un petit élément de vérité, qui vont s'amplifier, se devenir un peu distordues et se propager comme des traînées de poudre. Une théorie de complot peut venir ou se nourrir de rumeurs. Souvent, si vous regardez QAnon, en fait, ils utilisent des rumeurs euh, comme des faits ou comme des sources d'interrogation, mais est beaucoup plus structurée. Donc, on a, dans une théorie du complot, on a un agresseur, un mobile, un plan, et finalement, donc, on présuppose
toute une causalité et une organisation qu'une rumeur n'a pas. Donc, je dirais les théories du complot, c'est des systèmes très cohérents habituellement et très construits, alors que les rumeurs, c'est des éléments plus labiles, plus fluctuants qui peuvent nourrir ces théories-là. J'ai une question d'Ève Seguin, qui est politologue à l'UQAM, qui demande si on fait une démarche réflexive sur nos propres recherches. Euh, Vous demandez-vous de quoi procède votre intérêt pour le complotisme? Quelles sont les conséquences politiques, notamment de vos travaux? Ma question procède de mon propre intérêt pour l'analyse politique de l'anticomplotisme, qui présente des traits communs avec l'offensive technocratique contemporaine. Donc, est-ce que, Cécile, Absolument, tout à fait, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, je pense euh, que le complotisme est une réponse à la doxa, donc à une orthodoxie trop grande et beaucoup trop rigide, donc à un contrôle de l'espace social et de communication dans nos institutions et entre autres en recherche. Je pense que ça, c'est très intéressant. Alors, d'où vient notre intérêt? Là, vous ouvrez très large. J'irai personnellement, et David pourra y aller. J'ai toujours travaillé sur les populations migrantes et réfugiées, surtout les enfants de la guerre, en fait, dont j'étais dans une question qui s'intéressait beaucoup plus au trauma. Et après le 11 septembre 2001, tout d'un coup, parce que la discrimination augmentait et augmentait beaucoup, et ça je l'avais trouvé dans mes recherches au Québec entre autres, mais c'était vrai aussi dans d'autres pays, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux relations entre les groupes, entre les communautés au Québec, et progressivement à tout ce qui amenait une légitimation de la violence. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions de radicalisation violente, c'était entre autres parce que je m'inquiétais euh, de la sécurisation de l'espace public et de la façon dont on considérait la polarisation sociale ou la radicalisation comme étant un produit de l'autre musulman dans ce cas-là. Donc, on est dans les années 2015-2016. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler là-dessus, justement pour montrer ce que mes premières recherches ont montré, que la radicalisation des majorités, les recherches actuellement montrent exactement la même chose, est plus grande que la radicalisation des minorités. Qu'en fait, les minorités étaient le bouc émissaire des majorités dans un contexte d'incertitude et de fragilité institutionnelle. Donc, c'est de ça qu'actuellement vient mon intérêt pour ces questions de polarisation sociale. Et je pense qu'il s'agit donc, comme dans un conflit de couple ou un conflit familial, on ne fait pas un conflit tout seul, ça se fait toujours à deux. Et je pense que les pouvoirs en place ont une large responsabilité dans les polarisations sociales qui se passent en ce moment et le système mondial tel qu'il est en train d'évoluer. merci. De mon côté, Ève, moi, je m'intéresse au mouvement extrémiste de manière générale. Et ce qui nous a tranquillement amené sur les théories du complot, figurez-vous, c'est le glissement des leaders de l'extrême droite au Québec et au Canada vers ce mouvement complotiste. Et le fait que ce mouvement a été largement noyauté par des leaders qui appartiennent à la droite ou à l'ultra-droite identitaire, et qui donc finalement ont retravaillé un peu leur discours habituel, l'ont mis un peu en sourdine, forcément pas pour très longtemps, mais où on trouvait finalement dans le contexte de pandémie une cause pour avancer des agendas politiques qui, de toute façon, reviendront assez vite sur la table. Donc, je pense que ça, c'est un élément important. Alors, moi, si de mon côté, je ne nie pas effectivement l'offensive bureaucratique, ce qui me préoccupe en tant que politologue et analyste des mouvements extrémistes, c'est vraiment la montée des extrémismes dans les sociétés occidentales, notamment, et pas seulement, mais que ce soit les extrémismes en lien avec l'islamisme violent, donc le djihadisme, l'extrême droite, les mouvements antigouvernementaux qui sont très très présents, ce qui sont finalement deux formes d'extrémisme qui se nourrissent mutuellement depuis maintenant une ou deux décennies en tout cas, et qui font beaucoup de victimes, que ce soit d'actes terroristes, que ce soit de crimes haineux. Et donc,
cet élément-là m'inquiète davantage que l'offensive de la bureaucratie, même si je ne nie pas, qu'il y a effectivement, ou de la bureaucratie contemporaine. Donc c'est plus ça, moi, qui m'intéresse dans les théories du complot, comment elles servent ces théories-là servent de caisse de résonance, à des mouvements qui ont des agendas politiques beaucoup plus radicaux que monsieur et madame tout le monde qui, finalement, adhèrent temporairement à une théorie du complot en contexte de crise et puis qui peut-être s'en rééloignera quand les choses iront mieux. Hem, j'ai une question, aussi, intéressante, qui est en fait, liée, surtout à la situation, actuelle, sur les gestes à poser. Là, j'en ai 2 intéressants, un de Richard, Bergeron qui dit: «Est-ce que demander à un conspirationniste quelles sont tes preuves peut aider ou au contraire est contre-productif?» Je pense qu'il faut poser la question, c'est un petit peu y répondre, mais en tout cas, il y a une autre question aussi qui dit: «On peut, tolérer, la discussion dans l'espace démocratique, mais il faut au moins s'entendre sur les faits». Donc je pense que ces 2 questions sont un peu reliées. Comment toi tu vois les choses à ce niveau-là? Moi, je favorise une approche finalement où on va s'intéresser à la perspective de l'autre et établir un vrai dialogue. Et je pense que si on veut établir un vrai dialogue, euh, il faut suspendre pour un moment nos certitudes, hein, parce que sinon, c'est pas un vrai dialogue. Si je te parle, David, et que je sais à l'avance que j'ai raison, tu vas pas avoir envie de me parler. Alors, je pense que accepter de suspendre un moment nos certitudes et de questionner, de dire, écoute, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Et poser des questions. Et d'une question à l'autre, on peut arriver à des choses intéressantes. J'ai vu certains jeunes, certains étudiants utiliser ces techniques-là, entre autres, virtuellement, de façon assez intéressante. Et les gens, quelquefois, s'engageaient dans la discussion et ou finissaient par sortir de la discussion, mais sans escalade agressive. Je pense que ça, c'est important. Donc, la question, donc oui, certainement engager le dialogue, mais à partir d'une position où on accepte, on essaye, c'est difficile, hein, on a toujours tendance à croire qu'on a raison, en tout cas moi, peut-être pas vous. Euh, donc, on essaye de suspendre un moment, pas nos savoirs, on sait beaucoup de choses, on doute de beaucoup de choses, mais on se met dans une position de doute et d'enquête avec la personne pour rétablir un dialogue respectueux. Ça, je pense que ça marche beaucoup mieux que de confronter. Et donc, c'est quelque chose où on essaie de ne pas humilier les gens, je pense. C'est là qu'il y a un dialogue. Évidemment, on va essayer de, de voir s'il y a des évidences, de voir s'il y a des preuves, mais d'une façon qui est plus soutenante qu'humiliante. Maxime Boucher, loue le travail un peu du centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal et demande, si on fait tous partie de la solution, est-ce qu'on doit privilégier des interventions ciblées, donc plus individuelles ou plus larges, la sensibilisation collective? J'imagine que tu vas répondre que les 2 sont assez complémentaires. Euh, oui, mais là, je voulais revenir à certaines questions, hypothèses qui avaient été posées avant, c'est-à-dire de dire oui, il faut faire des interventions individuelles pour des personnes ou des familles qui sont en détresse. Oui, il faut faire des interventions collectives parce qu'il faut quand même qu'on sorte de la pandémie. Ce serait quand même bien qu'on y arrive tous ensemble. Donc, ça, c'est important. Et des interventions comme les décrypteurs peuvent être importantes aussi. Je pense qu'il faut aussi, ça c'est beaucoup plus difficile, examiner de façon honnête de quelle façon nous, c'est-à-dire les institutions, la science et le gouvernement, de quelle façon nous faisons partie du problème. Parce que si on ne regarde pas ça, on ne va pas sortir du problème. Le problème, ça n'est pas l'autre, ce n'est pas juste les complotistes, ce n'est pas les groupes de complotistes, c'est aussi nous. Ils sont ce que notre société a créé. Et je pense qu'il faut vraiment penser les choses de façon systémique en se disant, si on n'agit pas à ces 3 niveaux-là, si on ne se re-questionne pas sur les modes de communication actuels, les modes de censure, la capacité d'avoir un dialogue dans l'espace public, je pense qu'on n'y arrivera pas. J'ai une autre question ici de Sylvain,
vous parlez de l'essentiel de garder un espace critique. Voyez-vous des caractéristiques similaires entre les adhérents au complot et le mouvement woke? Alors là, je vais me faire lyncher, mais tout à fait. Et pourtant, c'est avec toute la sympathie, je pense qu'il est plus qu'important, Black Lives Matter et le fait qu'on parle de racisme en ce moment euh, me tient viscéralement à cœur. Donc je pense qu'il est important que notre société reconnaisse que le racisme existe, que la discrimination existe, que l'exclusion existe et qu'il y a une discrimination et un racisme systémique. Ceci dit, ça n'est pas un racisme systématique. Là, il y a souvent cette confusion. Le Québec est un espace où il fait bon vivre, mais je pense que ce racisme systémique, que d'ailleurs les Québécois francophones ont vécu pendant des décennies, donc qui est encore mesurable, est important. Donc dans ce sens-là, manifester d'abord toute mon adhésion au fait qu'il est important de parler de racisme, il est important de parler d'inégalité. C'est dérangeant, c'est absolument dérangeant, c'est frustrant, mais c'est important. Ça, c'est le premier. Ceci dit, je pense qu'il y a des dérives. Je pense que mettre des mots à l'index, euh, c'est dangereux parce que ça revient, là, c'est René Girard qui avait écrit sur la violence et le sacré, ça revient, c'est la violence d'une société où on ne peut pas dire certaines choses. Alors je pense qu'il y a, dans le politiquement correct et dans la censure, il y a une dérive qui est problématique et qui fait violence aussi au réel. Je ne dis pas que les mots ne sont pas blessants, ne sont pas humiliants. Les mots qui désignaient des personnes racisées étaient violents, étaient blessants. Il y a énormément de mots. Pensez, si on devait enlever de notre vocabulaire tous les mots qui sont blessants pour les femmes, tous les mots qui sont blessants pour les communautés LGBT, il faudrait que la plupart d'entre nous changent les jurons qu'ils utilisent. Parce qu'on les oublie, mais ce sont des mots infâmes. Mais je pense qu'une société qui censure sa propre violence, qui censure ses sources d'exclusion, devient totalement hypocrite. Donc, dans ce sens-là, je suis critique du mouvement woke, même si j'ai des sympathies de base, je pense qu'il est important, je pense qu'il est absolument essentiel de dénoncer le racisme, l'exclusion et la discrimination dans nos sociétés. Il est très dangereux de procéder à partir d'une position, j'ai juste le mot anglais, de righteousness, donc d'une position où j'ai l'impression d'être dans mon bon droit et je peux censurer le monde. Je pense que c'est une source de violence potentielle très grave. Merci, c'est très intéressant. Je te ramène, sur la question des mesures. Donc, on a un spectateur, anonyme, c'est comme ça qu'il est qualifié, qui dit: «Que pensez-vous de la retenue par rapport à l'application de la répression vis-à-vis des comportements qui ne respectent pas les mesures de santé publique? Par exemple, les rassemblements en groupe. Est-ce que ceci peut contribuer à exacerber, les adhérents ou les disciples des théories complotistes sans effet? À quoi servent les règlements si on ne les applique pas?» C'est une très bonne question, je veux dire. C'est vrai que il faut porter sa ceinture de sécurité, si on ne la porte pas, on a un ticket. Et c'est vrai que depuis qu'il y a les ceintures de sécurité, le nombre de morts d'accidents de la route a beaucoup diminué. Donc, qu'une société se donne des règles, se donne les moyens de les appliquer, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, dans le ton des communications, donc on peut adopter certaines règles. Encore une fois, par ma nature, je suis plus pour la persuasion que pour la répression. Mais je pense que dans le ton des communications, dans le ton de ce qui passe au niveau de l'espace public, une approche répressive, une approche blâmante ne porte pas fruit. Et ça, il y a plusieurs travaux sur la pandémie actuelle, sur ce qui s'est passé dans différents pays, qui le démontrent très bien. Il y avait quelque chose là-dessus sur Radio-Canada, mais si vous regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé dans des pays qui ont très bien réussi, je pense que cette idée de favoriser, de faire du renforcement positif, plutôt que de blâmer, de montrer du doigt, d'humilier, de punir, je pense que ça a apporté plus de fruits. Donc, c'est pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre certaines règles et que certaines règles ne peuvent pas être assorties de conséquences.
je sais que c'est un peu subtil, mais c'est une question de posture finalement. Ok. J'ai deux autres questions, puis écoute, je vois l'heure qui file, mais une première qui dit finalement, Alain, qui dit: «Je trouve très intéressante la suggestion de faire preuve de plus de transparence pour contrer la désinformation, mais est-ce suffisant pour protéger la vérité et la démocratie?» Ça, c'est vas-y, si tu veux y aller. Alors, ben, je pense que ça finit merveilleusement pour moi, en fait, parce que c'est un défi. Et là, je vais vous dire franchement, je ne sais pas. J'aime y croire. Je crois à la transparence et je crois à notre capacité de démocratie. C'est vrai que c'est difficile d'y croire dans nos sociétés aujourd'hui, où elle est mise à rude épreuve. Et je pense que ce n'est possible que dans le temps. Comme la transformation personnelle ou la transformation de groupe n'est possible que dans le temps. Mais je pense qu'il faut prendre ce risque. Je pense que c'est un très beau risque. Merci. Écoute, j'en ai vraiment une dernière, mais je dois te la poser parce que je sais qu'elle te touche particulièrement. Quels impacts peut-on anticiper chez les enfants qui évoluent actuellement dans des familles adhérant à des théories du complot, ceux que leurs parents décident de retirer de l'école et ceux qui continuent de fréquenter l'école et voient de grandes discordances, qu'on peut parler de conflits de loyauté, entre leur milieu familial et le milieu scolaire? C'est une très bonne question, mais savez-vous, les enfants, il faut leur faire confiance. Ils sont tout à fait capables de survivre à la folie de leurs parents. Moi, je vois des enfants, je suis pédopsychiatre, hein, je vois des enfants dont un parent pense que le virus n'existe pas. L'autre parent est totalement terrorisé. Et à l'école, on leur dit encore autre chose. Eh bien, les enfants, ils ont une grande capacité. Vous savez, habituellement, les parents ne disent souvent pas la même chose. On parle toujours qu'il faut être oui, c'est ça. Qu'il faut s'entendre, c'est loin d'être le cas. La plupart des enfants survivent. Non, mais ceci dit, sérieusement, votre question est excellente. Je pense qu'au niveau, et j'espère qu'au niveau du système d'éducation, et des écoles et des CPE, on va faire quelque chose. Il faut pouvoir parler aux enfants de cette situation pour qu'ils puissent faire du sens sur le fait que les adultes ne s'entendent pas toujours et que ce n'est pas très grave. C'est d'autant moins grave pour les enfants que le virus, heureusement, c'est le seul bon côté de ce virus-là, ne touche pas, presque pas aux enfants. Mais vous posez une très très bonne question, parce qu'en fait, ça se passe en ce moment et c'est un problème important. J'espère qu'on pourra encore une fois trouver des solutions collectives pour laisser un peu d'espace aux enfants et leur dire c'est possible de penser des choses différentes. Les adultes ne savent pas toujours très bien ce qu'ils disent. Enfin, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Cécile. C'est déjà l'heure de se quitter. Écoute, c'était très riche, à la fois d'informations et tu as été généreuse dans tes réponses. Tu as pas pris de détour. Il y avait des questions qui étaient, assez franches et puis tu y as répondu de manière très franche. Donc je pense que l'auditoire aura, beaucoup apprécié, ça. Écoutez tout le monde, merci beaucoup pour, votre présence, avec nous, ce soir. On espère que ça aura, contribué à ouvrir la conversation puisque c'était ça, dont parlait Cécile en introduction. Donc, voilà et susciter, un certain nombre de réflexions. Donc, voilà, prenez soin de vous, toutes et tous et puis, écoutez, au plaisir de se recroiser bientôt. Donc, voilà, merci à tout le monde et puis, bah, écoutez, je ne sais pas sur quoi portera la prochaine conférence, mais je suis sûr qu'elle sera également très intéressante. Voilà, merci tout le monde et à bientôt.